Depuis plus de 3 ans, les autorités chinoises sont accusées de mener une répression contre les Ouïghours, minorité musulmane installée dans la région de Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. Des Ouïghours. Ouïghours. Voici le sort réservé à la population ouïghour. La diffusion de certaines images où l'on aperçoit des Ouïghours yeux bandés, mains liées et crânes rasés ont choqué le monde entier et rappellent des images que l'on ne veut plus voir. Ce sont 1 million de Ouïghours, hommes, femmes et enfants, qui sont enfermés dans des camps de redressement. Si la communauté internationale condamne ces actes, la Chine se défend et qualifie ces camps de centres de formation professionnelle pour éduquer et transformer cette minorité. Les États-Unis ont imposé des sanctions économiques. La gravité des faits dans cette région du Xinjiang. Si on compte à ce jour près de 3 millions de Ouïghours détenus, l'un d'entre eux a réussi à échapper aux griffes de cet enfer. Ce soir, Omir Bekkali est avec nous. Après avoir passé plusieurs semaines dans ces camps, il a décidé de tout nous raconter. Merci Omir Bekkali, merci d'être là. Merci Monsieur Emerov d'être là. Vous êtes donc son interprète et président de la Belgium Ouïghour Association. Merci d'être là. Merci à vous deux. Merci Omir Bekkali. Alors, il a passé des semaines dans un des camps de rééducation en Chine pour la seule raison qu'il était d'être musulman. En 2017, il est placé dans un de ces centres et en est ressorti traumatisé. Ce soir, vous allez nous raconter votre histoire. Donc, Omir, vous êtes né en Chine, de parents ouïghours et kazakhs, deux des principales ethnies musulmanes en Chine. Pour vous, les ennuis commencent il y a 4 ans, en mars 2017. Il est donc arrêté, vous êtes arrêté pour des accusations d'aide au terrorisme. Мен 76 жыл 4 айның 30 күні Тұрпанның Пичанлайсыда туылған. 2006 жылғыча мектептен бүтіріп қармайды қызметті болған. Bu yerdeki her xil besimler sebebiyle ahır çiğdemezsin 2006 yılı Kazakistan'a köçüp gelgen. Donc il est né en 1976 à un village Pichan. Et donc jusqu'en 2006, il vivait là-bas, donc dans la région ouïghour. Et en 2006, il est immigré au Kazakhstan. D'accord. Alors il est accusé de terrorisme, d'aide au terrorisme. Bien sûr, c'est... Oh, oui. Donc... Pourquoi il est accusé de terrorisme? Arrêtez, vous pouvez répondre. Hein. Donc voilà, donc depuis 2006, il vivait au Kazakhstan, tout ça. Donc, et après, il a fait le commerce entre Chine et Kazakhstan. Et en 2017, quand il y avait un expo à Astana, donc il est parti pour un voyage commercial. Mais ses parents, sa famille, il était toujours là-bas, quoi. Ils sont toujours là-bas. Et donc, en faire un voyage commercial, il voulait juste retourner chez ses parents. Donc en 2017, au mois de mars. Mais en fait, il a été arrêté juste parce qu'il était musulman. Bien sûr. Voilà, quand il est arrivé chez ses parents, donc ils ont arrêté. Il y a les policiers qui sont venus en nombre. Ils ont arrêté. Alors, il est dans un camp où il subit... là, il est venu donc avec les chaînes, Omir, qu'il portait donc dans ces camps. Il subit des brimades, des humiliations. Oui, c'est surtout... Donc, c'est pas tout de suite au camp. Donc, d'abord, il était dans un prison. Et donc, pourquoi il montre les chaînes, tout ça? Donc, il a resté avec les chaînes comme ça, attaché. Il pouvait bouger juste maximum 1 mètre, 3 mois, 10 jours. Juste sans bouger. Voilà. Il ne veut bouger que d'1 mètre. Il ne sait pas bouger. Ça, c'est la première étape. C'est quand il est en prison. Voilà, c'est humiliation. Il frappe. Donc, il était subi toutes les tortures, on peut dire. Et après, ils l'ont amené autre part. Après, ils l'ont commencé. Après 3 mois et 10 jours, ils l'ont commencé à faire des travaux forcés. Voilà. Travaux forcés. Alors, il paraît que, enfin, ce qu'on a appris, ils font tout pour le dévier de sa foi, pour vous dévier de votre foi. Le vendredi, jour saint pour les musulmans, ils vous forcent, par exemple, à manger du porc. Pas seulement le vendredi, c'est tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, oui. Ils font exprès. On peut dire comment? Ils cassent le moral de la personne. Après, quand il n'a rien déjà à tenir, parce que là, il pense seulement pour vivre, là. Rester vivant. Il y a combien de personnes dans ces camps aujourd'hui? Pour le nombre, il y a toujours une discussion, mais c'est entre 3 et 5 millions de personnes. Entre 3 et 5 millions de musulmans
dans ces camps? dans ces camps. Ils sont 12 millions au total. Incroyable. Ils sont 12 millions Alors, au total. Il reste pendant combien de temps dans ce camp? Il est resté 8 mois. 8 mois. Qu'est-ce qui se passe pour lui là-bas? C'est quoi le... Il les met où? Donc voilà, d'abord il était dans une pièce, on peut dire. Donc il n'y a pas de toilette, il n'y a rien de tout. Donc comme je dis, il n'a même pas bougé. Donc il était enchaîné. Donc même le petit besoin ou bien un grand besoin, c'est sur un petit de bol ou bassin qui les autres des personnes qui ont déjà un peu plus de temps qu'il est là-bas, c'est eux qui servent. Et là, manger tout ça dans le même truc, dormir aussi dans le même truc. Et c'est pour ça, maintenant, il ne sent pas les pieds, il ne sent pas les coups. Donc, il y a plein de trucs qu'il a subis, voilà. Alors donc, au bout de 8 mois, c'est ça? En novembre 2017, il est finalement libéré. Ouais. Sans doute grâce à l'intervention des autorités du Kazakhstan, où il résidait avant l'arrestation, c'est ça? Pas seulement. C'est plutôt, plus, comme lui il a raconté, plutôt c'est les efforts que sa femme qui a fait. D'accord. Ouais, sa femme a fait tellement d'efforts qu'ils l'ont... Voilà. Sa femme, elle était au Kazakhstan, donc elle est restée avec les enfants, tout ça. Et avec l'aide de... on a un filiale de l'ONU, donc pour la migration, tout ça. Donc là, elle a travaillé dedans et elle a fait beaucoup d'efforts pour attendre son histoire. Parce que lui, il était il était déjà le Kazakh, quoi. Donc, il avait nationalité de Kazakhstan, là. Oui. Parce qu'il avait déjà changé. Kazakh, oui. Voilà, même pour ça, et même avec ça, ils l'ont arrêté. Alors, aujourd'hui, il n'a plus de nouvelles de ses parents, de ses 3 frères et sœurs restés en Chine. Oui, aucune nouvelle. Donc, voilà, il a apporté... voilà, ça, son père. D'accord. Donc, après son libération, ils l'ont mis tous sa famille dans le camp. Et son père, il est... Donc là, toute sa famille actuellement est dans le camp. Oui. Mais son père, il est décédé. Pas décédé, il était tué, torturé dans le camp. Plus de 70 ans. En 2018, il était mort. Lui, il a su cette information seulement après 1 mois. Il ne savait même pas que... Mais pour le reste, il ne sait pas. Voilà, ici, il y a des... Donc, les familles... Ça, c'est ses frères et sœurs? Ici, c'est la famille de sa femme. Ça, c'est son fils. Ils sont tous été dans le camp. Et aujourd'hui, il est installé en Turquie? Non, aujourd'hui, il est installé en Hollande. En Hollande, d'accord. Ouais. Très bien. Avec sa femme et ses enfants? Voilà, pas longtemps, ils l'ont réuni ensemble maintenant, oui. Aujourd'hui, il ne retournera plus jamais en Chine? Bien sûr, il ne sait pas retourner. Parce que sinon, ça sera arrêté. Mais tout ça, il y a aussi, il voulait marquer, parce qu'on en avait parlé tantôt, donc il voulait marquer pourquoi il fait tout ça. Donc la première chose, que quand il était dans le camp, dans une petite pièce avec tellement de monde, tout ça, et avec des jeunes, tous les de parties de, on peut dire, il y a des personnes, quoi. Et ils ont demandé, quand ils savaient qu'il va sortir, qu'il fait quelque chose, qu'ils peuvent être... Ils ont demandé voilà, de faire quelque chose pour eux et d'essayer de les sauver. Voilà, de sauver, parce que aujourd'hui, vous parlez de 3 à 5 millions de musulmans dans ces camps. Voilà. C'est absolument incroyable. Très peu de gens en parlent. Personne. Voilà, quelques lanceurs d'alerte. Quelques lanceurs d'alerte, mais vraiment, c'est incroyable ce qui se passe là-bas. Mais c'est à cause de l'économie, à cause de l'argent. Ouais. Donc, parce qu'il y a... C'est-à-dire, il y a 83 multinationales qui utilisent les travaux forcés des Ouïghours. Il y a des milliers de gens qui travaillent. Ouais. Oui. Parce que tous les camps, ils sont situés près des fabriques et près des usines. De vêtements. Donc voilà, des vêtements, de tout. Donc là, on a, même pour le Volkswagen, par exemple. Cette communauté, elle représente plus de 11 millions de personnes en Chine, hein, les Ouïghours. Oui. Officiellement, oui. Officieusement, on a 2 fois plus. Ouais, plus de 20 millions? Plus de 20 millions, oui. On dit que jusqu'à 25 millions, on a des Ouïghours. Parce que c'est avec la politique des Chinois pour dire que pour les naissances, là,
D'accord. La famille, il ne pouvait pas avoir plus de 200. Parce que je sais, il y a en Chine, on ne peut pas avoir plus de deux enfants. C'est 1,8 la moyenne, je crois, voilà, par. Mais nous, généralement, c'est les musulmans, on a donc les familles nombreuses. En moyen, c'était 5, 6. Ils veulent l'enfant unique en Chine, donc forcément, c'est compliqué. Alors, la plupart des rescapés de ces camps, sachez-le, préfèrent se taire, ils ne veulent pas témoigner par peur de mettre en danger leurs proches en Chine. Omir, lui, il a choisi justement de parler avec vous. Voilà, vous êtes son interprète et vous êtes également le président de la Belgium Uyghur Association. Parce que, comme vous nous avez dit, il espère que ça puisse bouger là-bas. Aucun gouvernement aujourd'hui n'a fait le nécessaire pour qu'on arrête ce massacre. Ça s'est commencé au mois de décembre en Amérique, donc avec le gouvernement de Trump. Ils ont fait, donc c'est passé par le Parlement américain, donc ils ont fait une loi pour protéger le peuple ouïghour. D'accord. Après ça, ça a commencé à bouger, ça a commencé à parler un peu. Est-ce que ça bouge en ce moment? Est-ce qu'on sent qu'il... Oui, ça bouge, mais pas comme on voulait quand même. Ça bouge, ça commence un peu à bouger? Oui. Parce que maintenant, c'est dramatique ce qui se passe, donc il faut que ça bouge plus vite. Évidemment, il faut sauver le peuple. Parce que avec cette politique-là, le gouvernement chinois il est en train d'effacer l'identité ouïghour, effacer complètement le peuple ouïghour. Alors, les camps, sachez-le, ont été construits à partir de 2014 dans le but d'interner des centaines de milliers de musulmans pratiquants ouïghours et kazakhs. Il y en aura entre 3 et 5 millions dans ces camps. On dit 1 million, mais apparemment, vous dites entre 3 et 5. Officiellement, ils sont internés dans ces camps. C'est une vaste campagne d'antiterrorisme visant les islamistes. Donc, ils se servent de cette excuse lamentable voilà, pour les interner. C'est l'esclavage moderne. C'est fou. Oui, exactement. C'était devenu un délit en 2014, la pratique de la religion musulmane. Ils se sont servis de ça. C'est qu'en fait, les Ouïghours sont extrêmement importants dans le nord-est du pays. Comme vous l'avez dit, vous êtes plus de 12 millions, 15 millions, etc. Ils leur ont balancé, il y a 56 nationalités différentes en Chine, il faut savoir, c'est un immense pays. Et ils ont balancé l'ethnie Han contre eux. Et il a commencé à avoir des émeutes très très violentes entre eux et donc on a commencé à les criminaliser. Parce que pour les autorités chinoises, être musulman, c'est être un terroriste. C'est un délit. Voilà, depuis 2014, c'est un délit. Il y a un journaliste chinois qui avait pu filmer discrètement l'intérieur d'un de ces camps en construction et on découvrait que ça ressemblait plus à une prison qu'à une école, comme voudrait le faire croire le gouvernement chinois. Regardez. Un journaliste chinois a pu filmer ces quelques images en caméra cachée. C'était en août dernier. Le bâtiment était encore en construction. Depuis, plus de 1000 personnes y sont enfermées. À l'intérieur, on découvre des dortoirs qui ressemblent à des cellules de prison. À chaque étage, 3 salles de classe comme celle-ci et au mur des slogans. Suivez les directives du président Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère. Ça, c'était des images d'Arte qui avaient été diffusées à l'époque. On sent, Omir, on le sent très très triste, très touché. Ça fait combien de semaines qu'il est sorti de ce camp? 3 ans. 3 ans et on sent qu'il a les larmes aux yeux, on le sent très ému. Bien sûr. Азыркы иссиятыңызда бир 3 жылдан өтсөм сиздин иссиятыңызда көзүңүздө жаш турду деди. Hayatım yazdım horluk isim çıkmaydı. Il dit ma vie, il dit que il était humilié. Donc ça, il peut pas oublier ça. Donc et surtout il m'avait raconté tantôt aussi quand son père il était décédé aussi. Sa mère, il a dit parce qu'il savait quand il était au Kazakhstan, il a eu une communication et sa mère elle a dit tu peux témoigner parce qu'il a commencé déjà à témoigner au Kazakhstan. Il dit nous à toute façon on va mourir. Donc il faut donc essayer de sauver jusqu'au bout. Donc il a donné le parole à sa mère et aux gens quand ils étaient ensemble dans le camp. C'est pour ça qu'il tient son parole. Et aujourd'hui c'est ça qu'il maintient en vie. C'est Omir. Aujourd'hui, votre combat, c'est d'essayer de sauver le maximum de personnes qui sont dans ces camps.
davarыңыз әшәдікке камптіке ұйғырланы, адамланы сақлап қылыш үшін нұқпатамыз, тұрышпатамыз деді. Күреш. Әлбәттә, шу халқымныңки хөрлігі үшін, ашларныңки бір қырғыншылықтан тоқтылып hayat қылыш үшін. Il dit évidemment, c'est pour ces gens, pour ce peuple, pour qu'ils restent en vie, au moins. Pour qu'ils puissent vivre en être humain, quoi. C'est pas trop demandé. Aujourd'hui, pour lui, il ne pourra plus jamais avoir une vie normale. Il est traumatisé, il est cassé. Sa famille aussi, parce qu'il vit avec sa famille, vous m'avez dit, en Hollande. Il arrive à essayer voilà, de penser à autre chose parfois, ou c'est toujours dans sa tête? Siz ashuni unutib qolyapsiz, yo hozir boshqa ishlarni qila olamsiz, yo shu kallangizda shundan shu kampdan boshqa ishim chiqmadi hozir. Bu vahima ish nimqarnim yo'q. Yilgacha 3 yilni yaqin atam o'ldirildi, onlarimdan xabar olmayman, singlimdan xabar olmayman, qanchalik o'ldirildi, qanchalik hayotma bo'lmayman. Qo'lim ish qilmaydi, hech narsa bo'lmaydi qo'l. Voilà, il dit depuis 3 ans, comme il est sorti, il a juste attendu que son père qui était décédé. Pour le reste, pour sa mère, pour ses proches, pour ses frères, pour ses sœurs, il ne sait même pas qu'ils sont en vie ou non, ou où ils sont. Donc voilà, ici, il dit, il pense tout le temps à ça, parce que, en gros, on peut dire, quand il était au camp, quand il était sorti, quand il était libéré au Kazakhstan, quand il est parti au Kazakhstan, après ça, il tient quand même de responsable que toute sa famille qui était mise dans le camp à cause de lui. Donc voilà, c'est ça qu'il tient et il ne peut pas lâcher. Maintenant, il veut aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, il travaille en Hollande? Non, il est arrivé pas longtemps, donc pour l'instant, il apprend encore là. D'accord, il arrive à s'en sortir, à vivre avec sa famille? Au début, il était tout seul. Sa famille est restée en Turquie. Mais maintenant, il y a quelques mois, c'est vraiment récent qu'ils l'ont réuni. Et maintenant, il sent un peu mieux. Qu'est-ce qu'il a envie de dire peut-être à Emmanuel Macron ce soir, s'il nous regarde, le président français? Est-ce qu'on a le poids pour essayer de faire bouger les choses? Je sais que les Américains essaient de faire bouger les choses aussi. Ou est-ce qu'il n'y a rien à faire, que le gouvernement chinois ne bougera pas? Францияның президенті Макронға нем дегеніңіз ба? Сіз я болмаса башқа рәһбәрләргә, дөньядагы чоң рәһбәрләргә өзіңіздің бір немесе? Менің deydiğim aşağıdaki insanların qırğınçılığını to'xtatishga, bütün siyosiy va diplomatiya munosabatlar orqali shuni to'xtatishga kuch chiqarsa ekan, bütün Avrupa ve Amerika birleşip Xitoyga qarshi zarba bersa ekan, shu xalqimiz bir hurlikka erishtirsa ekan, shular bir hayot qolsa ekan degan umiddim. Shularni hayot qilish uchun bir yordam qilib sonsa ekan demoqchiman. Donc il souhaite que au Macron ou bien aux autres dirigeants, il veut dire que voilà, il faut arrêter cette génocide. Bien sûr. Donc il faut agir le plus vite possible pour sauver les vies des gens, pour qu'ils puissent vivre humainement, normalement. Il dit que c'est tous les dirigeants ensemble, en commun, comme front commun, on peut dire, qui peuvent bouger les choses. Voilà, bouger les choses contre, il faut qu'ils soient tous ensemble. Voilà. Merci, en tout cas, merci Monsieur Emerov d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Je voudrais remercier Omir également, si vous pouvez le remercier. Merci d'avoir été là. J'espère que ça va faire bouger les choses. Votre témoignage qu'on va relayer bien sûr sur les réseaux. Et vraiment, on a été très touchés par votre témoignage et par votre peine ce soir. Rajouter encore, comme l'émission, on appelle Touche pas à mon poste, on peut dire aussi Touche pas à mon Ouïghour. Touche pas à mon peuple ouïghour. Exactement, c'est vrai. Bon, on va le lancer. On va lancer le hashtag et on va le lancer sur les réseaux. Merci Omir et merci Monsieur Emerov d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation aussi. Et on espère, on va tout faire pour que ça bouge en tout cas à notre petite échelle. Mais c'est vrai que si tout le monde bouge, ça pourra peut-être essayer d'améliorer les choses assez rapidement parce que chaque jour qui passe, c'est des personnes qui meurent, bien entendu. Et c'est vraiment un drame qui se passe en Chine actuellement.